Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Quentin Couturier qui est avec Charles Brun et Xavier Aguera, le cofondateur de Easy Peasy. Ça va Quentin ? Bah ouais, je suis ravi d'être là, merci pour ton invitation. Et moi ravi de te recevoir, ça fait longtemps que j'espérais qu'on ferait cet épisode, donc je suis heureux de le faire aujourd'hui. Tu es toi-même utilisateur d'Easy Peasy ? Je suis moi-même client d'Easy Peasy. Tu veux que je raconte mon histoire, c'est ça ? Ouais, bah peut-être, ouais. Écoute, j'en avais marre d'avoir des lunettes soit trop chères, soit que j'aimais pas et que je perdais ou que je cassais. J'étais passé dans une marque sportive de lunettes qui fait des lunettes à 19€, mais qui manquait de style et qui était pas complètement confortable. D'accord. Et il y a, 5 ans, j'ai équipé toute la famille, donc c'est 4 personnes, dont moi, Ouais. en Easy Peasy avec des adultes et 2 kids pour mes filles. Et on les a jamais perdus, on les a jamais cassés. Et on les utilise encore et on en a racheté d'autres depuis. Donc ouais, moi-même client. Magnifique. Voilà, Ouais. je pense que j'ai plus besoin de présenter la marque. D'ailleurs, on l'a pas présenté. Ouais. Moi j'ai dit des lunettes accessibles, design fun pour toute la famille, mais c'est peut-être pas ça le. Si, c'est fantastique. Nous, on dit Easy Peasy, c'est des lunettes pour toute la famille et tous les moments de la vie. Des lunettes stylées, à prix accessible, vendues dans les plus beaux endroits partout à travers le monde. Et notre souhait, notre vision, notre travail au quotidien, c'est de créer une des plus belles marques de lunettes dans le monde. On dit souvent une marque de référence, c'est-à-dire on te demande de citer 5 marques de lunettes où que tu sois dans le monde. L'idée, c'est que Easy Peasy apparaisse dans ces 5 marques au milieu de Ray-Ban, Persol ou pourquoi pas Oakley. C'est génial ce nom, Easy Peasy. Ça s'appelait C-Concept avant, hein, c'est ça ? Ouais, tout début, quand on s'est lancé en 2010, on a Ouais. créé C-Up, la première lunette de lecture en libre service. Le constat, c'était de voir la génération de nos parents, les 40, 50, 60 ans, qui avaient besoin de lunettes pour lire et qui les cherchaient partout, à la banque, à la poste, au restaurant. Et on avait créé une lunette comme un face à main, avec une petite chaînette qu'on mettait à disposition dans les restaurants, sur les guichets de banque, comme tu as le petit stylo avec la chaînette sur socle. Et puis de fil en aiguille, les gens l'ont demandé pour la maison. Ils nous disaient, je cherche mes lunettes partout à la maison, votre produit il est design, sympa, utile, est-ce que je peux l'acheter ? Et on s'est organisé pour pouvoir le vendre à travers un réseau de distribution qui était Concept Store, Fashion Store, Optic Store, en faisant des salons comme le salon Maison Objet et le Silmo. Et ça nous a ouvert la voie du wholesale, un peu malgré nous, en étant à l'écoute du consommateur. Et là, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait trouver un nom qui soit un peu plus dans le thème, et on est passé de C-Up à C-Concept. Ça s'écrivait, pardon, S-E-E ? Ouais. C-Up ? C-Up. Je me souviens UP. évidemment de vous, mais j'avais pas fait le lien. Et en fait, quelques années plus tard, mais ça me permet peut-être de te raconter aussi un peu Ouais, la la genèse genèse, ouais. du sujet. On a très très bien vendu, parce que nous on est plutôt bons commerciaux. On a bien réussi à convaincre les opticiens, les concept stores, et on se rendait compte que notre produit était très apprécié, mais il n'avait pas un sell-out de dingue, puisque ce n'était pas un produit du quotidien, c'était assez conceptuel comme son nom l'indique. Et on a décidé de créer les vraies lunettes de lecture. Notre constat, c'était de voir les lunettes de lecture sur les tourniquets en pharmacie, qui n'étaient pas très glamour. On s'est dit, il faut rendre ça plus sexy, plus sympa. La lunette, ça reste un produit que tu mets sur ton visage. C'est un accessoire de mode qui, en plus, est utile quand c'est des lunettes de lecture. Et tout le monde en a besoin à partir de 45, 50 ans, ça dépend des gens, pour lire. Et donc, un peu comme Swatch. 43 ans et demi. Toi, t'as 43 ans et demi ? J'en ai eu besoin à 43 ans et demi. Bravo, félicitations. Moi, j'ai hâte, je n'attends que ça. 38 ans, ça va arriver dans 5 ans. On s'est dit, il faut faire ce que Swatch a fait dans la montre, mais dans la lunette de lecture, en créant des lunettes de lecture qui soient stylées, sympas, avec un bel univers de marque, de qualité, vendues dans les plus beaux réseaux de distribution, mais à un prix accessible. Et c'est comme ça qu'en 2013, on lance les lunettes de lecture accessibles chez Colette, et qui prennent très rapidement. Et donc là, on avait trouvé notre voie, enfin, avec un produit qui trouvait un sell-out très facilement, puisque un vrai usage et les consommateurs séduits en face. Et qui s'appelait C-Concept encore à ce moment-là. C-Concept encore, exactement. De fil en aiguille, et très rapidement, on lance des lunettes de soleil. On s'appelait toujours C-Concept. Pour l'anecdote, on voulait lancer des lunettes de lecture de soleil, et parce qu'on voulait rester dans le thème de la presbytie. Et c'est un de nos plus gros revendeurs à Paris qui nous dit, s'il vous plaît, faites aussi des lunettes de soleil sans correction. Et à ce moment-là, on se dit, c'est pas notre créneau. Et lui nous souffle l'idée de les appeler les plus 0 pour rester dans le thème de la dioptrie, plus 1, plus 1,5, plus 2, plus 2,5, plus 3, et la plus 0 sans correction. Et il avait fait un pari, c'est que c'est ce qui vendrait le plus, et il a gagné son pari. C'est ce qui nous a amené à la lunette de soleil, et du coup, in fine, à la lunette de soleil pour les enfants, parce que les parents nous disaient, génial, vos lunettes de soleil à 40 €,
hyper accessibles, hyper sympas, on les adore, on n'a pas peur de les perdre, on les collectionne, on est passé d'autres marques à maintenant on n'est que Easy Peasy, mais on aimerait bien en avoir pour les enfants parce que c'est dur de trouver des lunettes sympas, de qualité, à un prix cool pour les enfants. Et donc on a lancé les lunettes de lecture pour les enfants. En parallèle, des lunettes qui protègent de la lumière bleue. Et puis un peu plus tard, les lunettes pour le sport outdoor, avec des masques de ski, des glaciers, et on a des catégories maintenant qui protègent pour tous les sports, que ce soit la course à pied, le ski, le vélo. Moi, je t'invite à aller voir sur le site, tu vas trouver ton bonheur, toi qui parles des lunettes de sport. Donc en fait, c'est ce qui nous amène à dire qu'on fait des lunettes pour toute la famille et tous les moments de la vie. Et vous tous aussi, allez faire un tour easypeasy.com, easypeasy.com, mais vous connaissiez certainement déjà une incroyable marque fondée par 3 amis d'enfance, donc Quentin, Charles Brun et Xavier Aguera, je les ai cités tout à l'heure, 220 collaborateurs en tout, un peu plus de 200 en France et une dizaine aux États-Unis, c'est ça ? Exactement. Et on va parler de plein de choses, on va parler du marché, où il y a quand même un peu de monde, on va parler de votre modèle par rapport à d'autres personnes que j'ai pu recevoir sur le panier ou que vous connaissez. Vous avez un modèle wholesale, c'est intéressant, vous êtes présent dans 7000 points de vente. 7500 points de vente. 7500, pardon, points de vente. 90 pays, ouais. Dans 90 pays, tu me raconteras comment ça marche. On parlera justement d'international et du poids de l'international. Un petit teaser, la France c'est 20% du total et 80% se fait à l'étranger. Exactement. Tu me raconteras comment vous êtes y arrivé et surtout comment vous êtes implanté aux US, qui est l'un de vos plus gros marchés, si ce n'est le plus gros. Égalité avec la France aujourd'hui, mais qui a vocation à accélérer, parce que le potentiel est juste énorme. Et ben, tu me raconteras comment vous y êtes allé. Et puis, on passera plein de sujets, mais on terminera sur votre vision, ta vision à 10 ans, et là où vous emmenez Easy Peasy. Et j'en étais au nom, et je faisais cette référence à l'épisode que j'ai enregistré avec Quentin Régroblet de Blissim, un super épisode que je vous recommande. Quentin m'expliquait que quand ils ont changé de nom, ils sont tombés sur Blissim, après plein d'étapes, et il a remarqué que Blissim, on est obligé de sourire pour le dire, et on s'est fait la même réflexion avec Easy Peasy. Exactement. On est obligé de sourire pour le dire. Exactement, tu es obligé de sourire. D'ailleurs, c'est un peu le comique de répétition. À chaque fois qu'on prend une photo en équipe, on dit Easy Peasy, qui remplace le Cheers. Ouais. Et c'est assez drôle. Donc effectivement, quand tu dis Easy Peasy, tu souris. Peut-être l'anecdote du nom, alors pourquoi ce nom-là? Six Concept, qui était le nom d'avant, à un moment donné, on est arrivé sur un créneau, on était très mode. Vendu dans les plus beaux magasins à travers le monde, que ce soit Merci, Le Bon Marché, Colette à l'époque, Lane Crawford en Asie, Isetan à Tokyo en particulier, Selfridges à Rhodes à Londres. Et donc on se disait que Six Concept, c'était un nom qui était sympa, mais on pouvait trouver un nom qui soit plus singulier, qui nous ressemble plus qu'à nous, qui a une particularité comme peut l'être Swatch, Nike, Uniqlo. Et donc on a retravaillé notre plateforme de marque avec une agence pour redéfinir qui on est, qui on ne veut pas être, ce qu'on veut exprimer. Et Easy Peasy, on a eu un coup de cœur tous les trois pour ce nom, qui en fait normalement s'écrit E-S-Y, Easy en anglais. En anglais, ça veut dire cool Raoul en gros. Ouais, ça, hein, fastoche, tout va bien, ouais. Easy, pas de problème. Ouais. Qui est vraiment notre spirit, c'est vraiment les piliers de la marque. Vous êtes fait accompagner par une agence ou un freelance? Par une agence. Ok, ça a pris combien de temps? Ça a pris, entre la plateforme de marque, la recherche, en fait, la partie la plus longue, c'est aussi la partie legal derrière pour vérifier la disponibilité de marque, de nom de Noben worldwide. 90 pays. 90 pays. Enfin, vous avez certainement vérifié plus ou... ouais, puis il faut trouver l'Instagram, le Facebook, le .com. On l'oublie ça. Hein. Ouais, donc la plateforme de marque, ça a été de mémoire 9 mois et peut-être 6 mois pour le dépôt. Donc, entre le moment où on a lancé le projet et le moment où on était live, en 2017, il s'est passé 1 an et demi. C'est pas rien, et c'est bien que tu le soulignes parce qu'on a souvent tendance à croire que ça se fait en une semaine, mais non, ça prend du temps. Et effectivement, il y a aussi un aspect très opérationnel. Un nom, il peut plaire, mais s'il n'est pas dispo en .com ou que si on paye 500 000 de .com ou que sur Insta ou que dans une autre langue, ça veut dire merde de cheval. Exactement, c'est un peu et ça nous est arrivé sur une autre idée qui était ressortie, ça voulait dire un truc dans ce genre en espagnol de mémoire. T'as ça, et puis au moment où on change de nom, nous on a 500 000 pièces en stock avec les packaging. On a à l'époque 4000 revendeurs qui ont les displays, qui sont sous le nom Six Concept. Et là, il faut tout changer, tout switcher ou tout sticker. Comment ça s'est passé ? Du coup, tu laisses ton stock s'écouler puis tu changes ou tu le fais au fur et à mesure ? Tu es obligé de le faire au fur et à mesure. Ouais, là, il faut être très bon sur le système de FIFO, first in, first out, pour essayer d'écouler le plus rapidement possible. Mais un peu comme un glacier, tu as tes vanilles fraises et puis tu as tes rhum raisins. Forcément, vanille fraise, il change vite, rhum raisin, il reste un peu plus longtemps en stock ou dans le stock de tes revendeurs. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de tout sticker
et d'appeler ça Si Concept is Becoming Easy Peasy en gros. On a fait toute une petite campagne de com digitale autour pour tout stické, c'est-à-dire que sur chaque tous les packaging tu et mets tous les displays. Okay. Voilà, on a combien vous en aviez en stock? 400 000. 400 ou 500 000 pièces en stock. Ouais. Donc ça a été un gros blitzkrieg à l'entrepôt d'un week-end. Et derrière, ça s'est fait naturellement. Et alors, à ce moment-là, on faisait le salon Maison Objet au moment du changement. Ou le Petit Humo, je crois que les deux étaient plutôt au même moment, en janvier 2017. Petit Humo, je crois qu'on a déjà parlé dans le panier. C'est en Italie. À Florence. Temple de la mode. Comment tu l'écris, Petit Humo? P-I-T-T-I-U-O-M-O. Okay. Ouais. C'est le temple du style. Alors, c'est un spectacle. Hein. Tout le monde arrive en costard 3 pièces à l'italienne. C'est juste génial. Tu as toutes les marques qui sont très stylées, qui sont présentes. C'est aussi un bon endroit pour faire des rencontres, pour activer des collabs. 25 janvier 2025, la prochaine édition. Il n'est pas trop tard. Ouais, tu as 2 fois par an. Ouais. Et donc, quand on arrive au Petit Homo, puis au Salon Maison Objet, tu as tous nos revendeurs qui disent c'est une plaisanterie. Si Concept, easy peasy. Si Concept, c'était très bien. Et en fait, 6 mois plus tard, les mêmes revenaient nous voir en disant c'est tellement mieux, on a des retours excellents du consommateur. Et là, tu fais vraiment le yo-yo, puisque ça te crée le doute d'avoir ces retours. Et finalement, quand tu es sûr de toi, il faut écouter que toi, aller au bout, puisque quelques temps plus tard, les gens n'aiment pas le changement, mais quelques temps plus tard, ça se révèle être bon, vrai, mieux. Et alors après, on est en 2017 au moment du changement, là on est en 2024, bientôt 2025. Je peux te dire que c'est sans regret. Au contraire, je pense qu'une des plus grandes forces de notre marque, avec notre produit, notre positionnement et notre réseau de distribution, c'est le nom de notre marque. Génial. T'as quitté l'école parce que tu pensais que la vérité était ailleurs. T'as été manager dans l'hôtel-restauration, c'est ça? Ouais, à titre perso, ouais, je quitte Lyon après le bac. Je viens à Paris. Alors quand tu es provincial, maintenant on dit en région, quand tu viens de région, tu viens à Paris, tu montes à Paris pour faire une école de commerce qui s'appelle l'EDC. Et puis c'était formidable, c'était très bien, je me suis fait plein d'amis, mais au bout de 2 ans je me suis dit c'est un peu long, ça coûte très cher, j'apprends pas autant que je le pensais, et j'avais une idée. J'avais cette idée de créer des lunettes de lecture en libre service, et donc je décide de quitter l'école, et là ma famille me dit c'est pas possible, ils étaient contre, mais je suis un peu têtu. Donc je dis si, j'ai pris ma décision, je quitte l'école, bon bah tu t'assumes. Et donc je me suis retrouvé à dire pas de problème, je m'assume. Et pendant, ça a duré 3 ans je pense, j'ai travaillé chez Lacoste, au centre Pompidou, le soir, ce qui me permettait de développer mon idée, mon projet en parallèle, et puis de gagner ma vie le soir en travaillant dans la restauration. Et ça a été ma meilleure école, parce que là tu apprends... T'as été serveur? T'as commencé serveur? J'ai commencé, alors ils appellent ça chef de rang, mais serveur, ouais. Manager, et puis directeur adjoint du restaurant en bas, de Café Beaubourg. Alors là, tu apprends tout, parce que tu dois être organisé, tu as le sens du client, le sens du service, gérer une équipe, cuisine, salle, c'est déjà des populations différentes. Et tu es dans l'instantanéité, tu n'as pas le temps de... Au bureau, on rigole souvent, parce que les gens disent « j'ai pas la bande passante ». Je dirais que dans la restauration, bande passante ou pas, ton client il est là, il attend, tu es dans le live et le direct. Et ça t'apprend à être efficace et de délivrer et d'être hyper organisé. Donc ça a été mon école. Je ferai passer cet épisode à mes équipes. Ouais. Ça dit rien. Ouais, tu vois, là, je pense que la restauration c'est la meilleure école. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus parce que je trouvais l'anecdote intéressante de tes parents qui disent ok fine mais tu t'assumes. Ouais. Et je trouve ça très cool. Le marché a bien changé en 15 ans, vous fêtez vos 15 ans dans quelques mois, en août prochain. Ouais. Comment était-il en 2010 quand tu te lances et dresse-moi un tableau du marché aujourd'hui. Il est assez difficile à lire. Déjà, si tu pars du point de vue très macro, 8 milliards de personnes sur la planète, tout le monde a besoin de lunettes. Si ce n'est pas des lunettes de lecture ou des lunettes de prescription, c'est à minima des lunettes de soleil. Donc le marché est énorme. Ce que je sais, c'est qu'on est plus ou moins 5000 acteurs dans le milieu de la lunette. C'est un métier qui est très saturé. France. Ouais, monde. Ouais. Il est France, extrêmement recentré sur quelques gros acteurs, notamment un qu'on connaît tous, Luxottica. Je crois. Alors non, pas du tout. Tu connais pas Luxottica? Non. Alors Luxottica qui ont fusionné il n'y a pas si longtemps avec Essilor. Ouais, okay. C'est 2 mastodontes qui ont fusionné. Luxottica, ils ont les plus belles marques. Ils ont Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver People, Micli. Qui sont des marques qui leur appartiennent ou ils font juste la division eyewear qui leur appartiennent? Ils leur appartiennent.
Ray-Ban, Persol, Oakley, ok. Tu as des gros faiseurs qui ont effectivement les licences de marque. Ouais. Ça, c'est encore une autre partie de la population. Donc, toutes les marques de mode aujourd'hui ont leur ligne de lunettes. Donc, soit elles sont en interne, comme chez Kering avec Kering Eyewear ou chez LVMH. Sinon, c'est des grosses boîtes comme Safilo qui prennent des marques les licences et qui les déploient. Et donc, nous, on arrive sur ce milieu-là avec l'idée de faire des lunettes de lecture stylées, bien positionnées, comme Swatch pouvait l'être dans la montre, c'était notre source d'inspiration. Les lunettes de lecture Henley. Et là, ce qu'on savait, c'est que 100% des gens sont amenés à devenir presbytes un jour. La presbytie, c'est 30-35% des gens. En fait, ton cristallin vieillissant ne peut plus faire le focus sur les petits caractères, donc ça te donne des difficultés pour lire. Comme tu as besoin de lunettes pour lire, voilà, je te vois tendre les bras, tu es toujours en train de les perdre, puisque quand tu les sors, tu les ranges dans ta poche. Et donc, nous, c'était ça, notre sujet, c'était la presbytie. Et la presbytie, ça représente, je crois, aujourd'hui à peu près 2 milliards de personnes dans le monde. Il y a du monde à équiper. D'autant plus que des lunettes de lecture, tu n'en as pas une paire, tu en as 5, 10, 15 paires. Nous, les gens nous disent, c'est comme les stylos, j'en ai tellement besoin tout le temps que je les mets 2 dans la voiture, 5 dans la maison, dans toutes les pièces, etc., etc. Donc la lunette de lecture, c'était vraiment notre premier cheval de bataille. Et c'est d'ailleurs 50% de nos ventes aujourd'hui, c'est le gros de Easy Peasy. Les gens nous connaissent par une de nos gammes. Quand je demande à ma génération, moi, les gens nous connaissent plutôt par l'enfant parce qu'on est jeunes parents. Quand je demande à la génération de nos parents, ils nous connaissent plutôt par la lunette de lecture parce qu'ils en ont besoin. Ceux qui sont plutôt en bureau, qui sont ni parents ni presbytes, vont nous connaître avec les lunettes de soleil ou les lunettes qui protègent de la lumière bleue, parce qu'on fait beaucoup de lunettes qui protègent de la lumière bleue pour travailler en face de ton ordinateur ou pour t'aider à endormir avec les lunettes sleeping. Voilà, donc selon qui tu es et ton usage, on va te découvrir par une de nos gammes. Et pour revenir au marché, un marché qui est difficile à lire, il y a déjà pas mal de monde. Le concept de see-up est hyper intéressant, donc c'est comme les stylos, c'est ça, au bout d'un élastique à la poste. Okay. Exactement. Mais quand vous passez sur Easy Peasy, vous attaquez un marché où là il y a plus de monde. Vous aviez un produit qui était différenciant, unique, j'imagine, sur la lunette en libre service. Ouais. Quand vous attaquez le marché de la lunette tout court, bah là tu peux toucher 100% des gens en France, à l'international, de toutes les générations. Donc, à condition d'avoir un pouvoir d'achat qui soit suffisamment élevé pour quand même s'offrir une paire de lunettes, même si elle a 40 ou 50 euros. Donc, c'était tout de suite un panier beaucoup plus grand qui s'ouvrait à nous à ce moment-là. Ok. Vous avez posé le positionnement assez tôt, donc c'est du mastige, ouais. C'est du mass market, mais prestige, c'est un mix des deux, un mélange des deux. Ouais, c'est un terme qui était très employé par Karl Lagerfeld, qui disait mastige, c'est une marque qui reprend les codes du luxe, donc dans sa distribution, ses produits, sa qualité, mais à un prix accessible à tous. Et ça, c'est vraiment Easy Peasy. La magic sauce de Easy Peasy, c'est que tu retrouves des lunettes à 40 euros au bon marché, à la Samaritaine, chez Selfridges, là où tout est très cher, là où tout est très luxueux. Et ça, c'est un plus, parce que ça permet de créer la surprise, de créer un achat d'impulsion et d'acheter pas une paire, mais de t'en offrir 2 ou 3 ou d'en offrir à ton entourage pour un anniversaire, pour un cadeau de naissance. Toutes les occasions sont bonnes pour acheter une paire de lunettes Easy Peasy. Mais le positionnement, il est aussi, il demande de la rigueur dans le temps, puisque avoir un réseau de distribution sélectif, ça veut dire refuser aussi beaucoup de points de vente qui souhaitent te distribuer et qui ne correspondent pas à l'image que tu veux renvoyer. On ne veut pas être dans un univers médical, par exemple. On veut être dans un univers de mode, un univers de plaisir. Donc on ne vous trouvera pas en pharmacie ? Non. Okay. On cite souvent les équipes. Le mot qu'on utilise au quotidien, c'est FOCS. F-H-O-K-S. Pour fashion, hôtel, optique, kids, sport. C'est les 5 canaux de distribution et réseau qu'on développe pour notre distribution wholesale. Ouais, mais dans optique, tu mets quoi ? Les opticiens créateurs d'abord, pour les Parisiens, des magasins comme Marc Le Bihan, Walter, les réseaux Highlight, il y en a beaucoup. Okay. En France, on est gâtés puisqu'il y a quasiment autant d'opticiens en France qu'aux États-Unis. Et en Italie, c'est. Je me suis fait la réflexion récemment que c'était quand même les mutuelles, assez hallucinant. Les mutuelles. Quasiment tout le monde s'offre une paire de lunettes à sa vue chaque année. Un autre sujet. On fait un petit coucou à Thomas.
mon cher ami de Dorsomédia, Ouais. qui lui est fan de Easy Peasy et qui du coup clipse des verres qu'il a fait faire à sa vue Ah oui. dans Thomas que t'as Thomas croisé qu'on tout a à l'heure. rencontré à l'entrée. Exactement. D'accord, bah, Ouais. génial. Ouais, c'est des cas qui sont pour nous hyper gratifiants puisque on propose nous des lunettes de lecture en libre, prêt-à-porter. Ouais, prêt à porter. Donc lunettes de lecture, lunettes de soleil, lunettes pour écran, lunettes pour enfants, lunettes pour le sport. En revanche, lunettes de prescription, ça c'est le métier de l'opticien. Donc ça veut dire que le consommateur a demandé à se faire monter des verres à sa vue chez son opticien avec une monture Easy Peasy. Donc c'est pas quelque chose qu'on market ou qu'on brand, mais quand les consommateurs le demandent, c'est qu'ils sont vraiment amoureux de la marque. Ouais, t'étais assez surpris de le voir tout à l'heure. Et je trouve Ouais, ça cool. j'ai trouvé ça génial. Moi, dans mon entourage, tout le monde fait ça et je trouve ça super. Et ça, c'est très gratifiant. Il disait, je reprends ses mots, je le fais parce que je peux clipser et déclipser mes verres sur vos différentes couleurs. Si j'ai un problème avec ma monture, je peux rechanger avec une monture neuve. J'adore les formes, c'est léger, ça tient bien et le prix est accessible, donc top. Alors quand j'entends ça, pour moi, c'est tout gagné. Pain béni. Vous avez choisi un modèle wholesale principalement, Ouais. alors que d'autres DNVB ou d'autres acteurs sont sur des modèles soit full retail, soit B2C uniquement. Ouais. Quand on s'est créé en 2010 en particulier, alors on était à l'incubateur de l'ESCP, parce que je reviens un peu à la genèse. Moi, mes deux amis d'enfance, Charles et Xavier, ont fait leurs études à HEC Montréal, reviennent à Paris, c'est là qu'on décide d'entreprendre ensemble. Donc on repart sur cette idée de lunettes que j'avais moi dans les tuyaux. Et ils font leur master à l'ESCP Europe, master innover et entreprendre. Avec ce sujet de lunettes tout au long de l'année, puisque les professeurs et les experts de l'ESCP aident les étudiants à développer l'idée en cours. Et ça nous a donné accès à l'incubateur de l'ESCP. Et donc c'était assez rigolo, parce qu'à l'incubateur de la SCP, à l'époque, on voyait que des boîtes qui étaient digitales, qui se tournaient vers le e-commerce avant toute chose. Et nous, Bon Sens Paysan, c'était la lunette de lecture en libre service, donc un lieu physique, et on s'est tourné vers le wholesale parce que les consommateurs nous demandaient les lunettes pour la maison et qu'on trouvait que le meilleur moyen de faire découvrir notre produit, c'était les magasins physiques, l'opticien, le concept store, le fashion store. Donc ça, c'est vraiment notre histoire, mais parce que sérendipité, c'est l'histoire qui nous a amené à ça, l'écoute du client, le bon sens, et c'est que dans un deuxième temps, qu'on a décidé de créer d'abord un site internet qui était plutôt vitrine puisqu'on n'utilisait pas les codes d'acquisition, de CRM. Aujourd'hui, on s'est vachement amélioré, on est même très bon là-dessus. Et c'est au moment du changement de marque qu'on a créé la première boutique Easy Peasy rue Vieille du Temple. Alors en amont, c'était un peu testé parce que pour l'anecdote, sur des pop-up ou sur des... Sur un corner d'abord, Okay. au bon marché pour l'anecdote. On rentre en wholesale et les acheteurs du bon marché me convoquent en me disant on a un problème, vos lunettes se vendent très bien, mais prennent trop de temps à nos équipes. Donc, il faut que vous créez un corner avec vos équipes de vente. Nous, à l'époque, on est 5 au bureau. Ça me paraissait compliqué de recruter 3 personnes pour couvrir l'amplitude horaire du bon marché. Ouais. On passait de 5 à 8 pour le bon marché. Mais finalement, on fait le test et ça a très bien marché. Les ventes se sont multipliées par 4 à l'époque. Je crois qu'on était passé de 200 paires par mois à 800 paires par mois. Et ça a été le premier test retail. Apprendre à former une équipe, la suivre, fixer des objectifs, gérer des stocks, présenter un merch, la signalétique qui va avec. Et on a aussi compris que quand un produit était bien présenté avec une force de démonstration bien formée, tout de suite ça aidait la brand awareness, les gens te connaissent mieux. Et surtout, ça te permettait de présenter toute ta gamme et de revendre beaucoup plus. Donc ça a été notre premier contact avec le retail. Et le deuxième contact, ça a été le prix Unibail, le grand prix des jeunes créateurs du commerce. On avait remporté un de leurs prix, ça nous avait donné accès à un pop-up au Carrousel du Louvre entre Apple et Swatch, ce qui était quand même le Graal. Ouais. Parce que c'était en allée centrale avec la queue du Louvre hyper internationale, était entre deux Vous étiez déjà Easy Peasy. Hein. On était 6 concepts au Louvre et on a créé la première boutique en dur, pérenne, rue Vieille du Temple. Et là, c'était en 2017, au moment du changement de nom de marque. C'était un moyen d'appuyer Easy Peasy. Okay. Et donc, de fil en aiguille, là, on s'est vraiment rodé. Et on a décidé d'ouvrir une deuxième, une troisième. Et aujourd'hui, on a 20 points de vente
en propre. Et on en a à l'étranger à travers des distributeurs. En Croatie, en Serbie, en Géorgie, au Brésil. Et là, on va ouvrir en Asie. Ils sont très demandeurs. Il y a des marchés qui sont plus ou moins wholesale ou plus ou moins retail. Attends, c'est intéressant. J'ai jamais creusé le sujet. Je veux bien que tu nous l'expliques. Donc 20 points de vente en propre. Ouais. France-Angleterre principalement, c'est ça? Et Belgique. Et Belgique. Ouais. Tu m'as dit que vous avez aussi des points de vente retail via des distributeurs. Ça veut dire quoi? Comme des franchisés. Comme un franchisé. La nuance, c'est qu'ils sont aussi distributeurs wholesale. En fait, nous, si tu veux, je te refais la cartographie de la distribution easy peasy. Donc, tu en as un peu parlé au niveau de la distribution internationale. 20% de nos ventes, c'est France, 80% c'est à l'export. Si tu zoomes un peu sur l'export, 20% c'est les US. La grosse partie derrière, c'est l'Europe. Et ensuite, tu as 20% qui est hors UE-US. Là-dedans, Middle East, Asie. Ouais, très Asie. On marche très fort au Japon, marche très fort en Croatie. Il y a des pays qui se réveillent aussi pas mal, notamment LATAM, Mexique, très bien. On a des super opportunités qui se présentent à nous. Bon. Si je rezoome maintenant sur les canaux au sein de ces pays, 60% de notre chiffre aujourd'hui en 2024, c'est du wholesale. 10% c'est du retail, et là c'est focus France, UK beaucoup, avec une Belgique à Bruxelles. Sur les 20 boutiques? Sur nos 20 boutiques, elles sont là. Ok. Et 30% c'est du e-commerce. Qui est du e-commerce qui nous permet vraiment de travailler tout notre catalogue, de réengager aussi notre communauté. C'est beaucoup de repeaters, qu'on ne peut pas forcément taguer d'ailleurs, parce que comme on nous voit dans 7500 points de vente, tu ne sais pas qui nous a découvert au MoMA à New York ou nous a découvert en ligne grâce à Instagram, mais peu importe, c'est une communauté qui monte et qui est là. Et donc, ta question d'origine, c'était comment est-ce qu'on a... Et pourquoi on s'est mis dans le retail? C'est que moi, je pense que pour créer une marque forte, sans avoir à lever des centaines de millions d'euros, ça doit passer par une présence physique avec un bon maillage wholesale. Donc, pour nous, c'est les fameux Fox, Fashion, Hôtel, Optique, Kids, Sport, qui doit être adossé à quelques drapeaux plantés à des bons endroits. Donc, c'est des boutiques qui sont des temples où tu peux vraiment... Selfridges ou le bon marché. Nos boutiques déjà à nous. Et vos boutiques. Nos boutiques à nous. Et ça doit passer par notre présence dans les department stores qui comptent, comme ceux que tu viens de citer, Le Bon Marché, Selfridges, Harrods, Isetan, Corte Inglés. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est le modèle qu'on doit déployer avec un e-commerce fort, bien travaillé en UX, en CRM. Quand tu sais bien faire tes trois sur toutes tes zones, a priori, tu peux prétendre à devenir une love brand, une marque de référence. En tout cas, c'est tout notre objectif. Ok, compris. Je reste un peu sur le retail. Quels apprentissages après donc, première boutique en 2017, rue Vieille du Temple, c'est ça? Ouais. Donc 20 boutiques plus tard et 7 ans plus tard, quels principaux apprentissages et conseils? À quel moment vous êtes pris les pieds dans le tapis Alors, moi déjà, j'ai un avis ultra positif et favorable. Ouais. Non, pardon, je suis désolé, j'aurais dû juste un tout petit peu cadrer sur, excusez-moi, chères auditrices, chers auditeurs, vos trois rôles, qu'on comprenne. Ouais, très bien. Alors, il a évolué en 15 ans, parce qu'on va fêter nos 15 ans cet été. Il a évolué. Au début, on faisait tout à 3. On a des profils très similaires. On a des profils très commerce. On est des bons commerciaux et on fait appel à notre bon sens et on sait aussi bien s'entourer. Et on est des éponges à conseils. On part du principe qu'on ne connaît pas grand-chose et qu'on doit s'inspirer de ceux qui savent et qui sont bons. Donc, on passe notre temps à nous inspirer des autres. Tout ça pour dire qu'on a 3 profils commerce. Et on a réparti les rôles à plusieurs reprises. À date, tu as Xavier, que tu citais tout à l'heure, qui représente le DG. C'est-à-dire que lui, il est sur toutes les fonctions qui ne sont pas les fonctions sales. Fonction support, la brand, le marketing. Il travaille avec des experts, des directeurs pour tous ces métiers-là. Charles, lui, il est focus sur l'Amérique du Nord, US et Canada. Je pourrais t'en parler après sur l'anecdote de la création de la filiale. Et moi, je représente les ventes, les 3 canaux, retail, e-commerce, wholesale, tout sauf l'Amérique du Nord. Donc, les 3 canaux et les ventes en Amérique du Nord, c'est Charles, c'est ça? Ça, c'est moi. Moi, c'est les ventes 3 canaux, sauf Amérique du Nord. Et Charles, c'est l'Amérique du Nord. Oui, c'est ça. C'est ça, pardon, on dit la même chose. Excuse-moi. Les 3 canaux de vente en Amérique du Nord, c'est Charles. Alors, c'est Focus Wholesale pour l'instant. Oui, on centralise le e-commerce monde au siège à Paris. Et on n'a pas de retail en Amérique du Nord. Pas encore. Pas encore, ok. Pas encore. Ça coûte cher, donc on attend le bon moment.
Pour l'instant, on se focus sur le maillage wholesale. On a toujours fait comme ça. D'abord focus maillage wholesale et après tu viens planter un drapeau avec du retail. Alors je reboucle. Pied dans le tapis, principaux apprentissages sur l'ouverture de 20 boutiques en France, au UK, en Belgique. Ouais. Alors déjà, il ne faut pas être pressé. Il faut prendre le temps de trouver la localisation parfaite. La première, rue Vieille du Temple, je pense qu'on a attendu 12 mois parce qu'on avait identifié 3 doors. Et tant qu'elles n'étaient pas tombées, on n'ouvrait pas, on ne voulait pas se précipiter. C'est le premier apprentissage. Vous avez vraiment ciblé 3 numéros dans la rue. Ouais. On ne voulait pas être ni trop haut ni trop bas. Il y a eu des opportunités et ailleurs après, ou pas? c'est aussi qu'il faut connaître la dimension parfaite de ta boutique. Prendre trop grand, ça va te coûter trop cher et les gens vont se perdre. Prendre trop petit, tu vas pas pouvoir présenter toute ta collection puis ça va pas donner envie de rentrer. Donc c'est beaucoup de contraintes. Entre où tu veux être, dans quelle rue et quelle taille et quel niveau de loyer, de droit au bail tu es prêt à payer, ça fait pas mal de contraintes qui finalement te permettent de recibler. Ouais. Donc vous avez combien de refs dans une boutique en moyenne? Alors, en tout, on a 1600 refs quand tu prends tous les SKU Ouais. avec les tailles, les modèles, les gammes, les dioptries. Mais sur une boutique, on est capable de présenter 8 wagons. Sur chaque wagon, tu as environ 20 paires. Et donc, ça permet de représenter à peu près 200 paires. Mais après, on a quelques astuces pour présenter un peu plus avec des vitrines, des tables d'attaque, et des grilles qui nous permettent de faire un peu plus de mise en avant du plan marketing du moment. Donc c'est un peu plus que ça dans les faits. C'est quoi un wagon? Un wagon, pour nous, c'est un meuble de présentation qui nous permet à la fois d'avoir un mètre linéaire de présentation produit en test et à la fois de stocker tiroirs, là, avec les tiroirs pour pouvoir être dans l'instantanéité. Quand tu vas chez Easy Peasy rue Vieille du Temple un samedi, tu te rends compte de l'importance d'avoir les stocks à l'endroit même où tu essayes les lunettes. Parce que quand la boutique est blindée de monde et que tout le monde veut essayer et partir en caisse, tu n'as pas le temps d'aller dans une réserve, il faut l'avoir... tout de suite sous la main. La taille idéale? Pour nous, c'est après entre 35 et 60 mètres carrés. On a d'ailleurs tout ça. Notre plus grande, je crois que c'est même 65 mètres carrés à Gare de Lyon, qui est notre première boutique. C'est le premier chiffre d'affaires, c'est Gare de Lyon. Mais 35, c'est bon aussi si tu as le flux. Nous, notre positionnement en termes de retail, c'était de se dire on veut être dans des endroits qui représentent la mode, où on va toucher les locaux, mais aussi les touristes, puisqu'on a besoin d'avoir une clientèle qui se renouvelle. Donc on n'a pas 150 000 des quartiers et des rues comme ça. En revanche, à peu près toutes les capitales sont concernées quand tu cibles bien les quartiers, donc tu peux bien t'amuser avec tout ça. On a commencé avec Paris. On est aujourd'hui rue Vieille du Temple, rue Montorgueil, rue de Bussy pour le 6e, Gare de Lyon, rue des Abbesses, puis les corners à la Samaritaine, au BHV Marais et au Bon Marché. Et on est à Londres, Carnaby Street, Covent Garden, Camden et Kings Road, plus Selfridges. Ouais. Ok, voilà, on peut aller plus loin parce qu'il y a encore du potentiel sur Londres. Et on a une boutique à Bruxelles, à côté de Grand Place, hyper centrale. Il y a des erreurs que tu ne referais pas, enfin que tu referas jamais. À quoi ouvrir juste avant un Covid. Mais ça, tu peux pas le prévoir. Tu peux pas le deviner. Pour l'anecdote, la boutique de Bruxelles a ouvert le premier jour du confinement. On Ouais. était ravis, elle est restée fermée 1 an. Et elle n'a pas fait beaucoup de chiffres pendant un moment, puisque comme Grand Place, c'est très touristique pour le coup, et que les touristes ont mis 2-3 ans à revenir, ça a été un peu compliqué. Non, en revanche, ça c'était plus pour l'anecdote et la blague, mais les conseils que je pourrais donner, parce qu'on était vraiment très accompagnés et prudents, c'est de se dire, le retail, c'est un autre métier. Donc si tu le fais, il faut avoir une personne dédiée qui connaît, qui sait faire, qui sait animer une équipe de vente, recruter, former, suivre, fixer des KPI et les suivre au quotidien à l'heure. Nous, on suit les objectifs à l'heure pour animer l'équipe et avec des challenges pour en faire aussi quelque chose de sympa, stimulant. Le métier du retail, c'est un métier qui est un métier qui peut être difficile puisqu'il faut tenir des heures à pitcher une marque, un produit, c'est physiquement difficile. Donc c'est important aussi de créer une cohésion d'équipe, qui ait un vrai esprit d'équipe et qui ait des challenges au quotidien qui soient motivants et stimulants. Donc il faut vraiment s'entourer de spécialistes qui savent faire, c'est pas quelque chose que tu fais sur le côté. Ton expérience passée, les 2 ans que tu as passé en chef de rang puis manager, t'ont servi, te servent à dans ce cadre-là? Le sens client, quand on dit le client est le roi, ça se vérifie tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent aux équipes. T'as beau aller dans le meilleur restaurant, le plus beau, très bon en cuisine, si t'es mal reçu, tu reviens jamais. C'est l'expérience qui fait la diff. Et c'est vraiment, ça c'est un truc, moi j'ai vraiment compris, parce que je le voyais aussi autour de moi dans
dans cette expérience de restauration, à quel point ça peut être tragique. Et donc ça passe aussi par l'état d'esprit général de la boîte. Quand tu as un bon spirit, une énergie positive, tu donnes envie, que tu donnes de la vision, de la visibilité sur les choses, la strat, ça cascade dans toutes les équipes, jusque dans les magasins, et c'est ce qui donne aussi l'énergie à tous. Et ça se ressent chez le client derrière. Donc c'est hyper important de donner envie. Tu m'as dit que tu les suis à l'heure et que tu as des challenges régulièrement. Comment tu fais pour les suivre? Tu as un outil spécifique ou on fixe les objectifs au mois, à la journée. Okay. Mais en fin de journée, on fait un point sur où on en est pour ramener ça de manière ludique à ça représente combien de paires de lunettes sur les heures qui nous restent. Et hop, ça permet de reimager pour chacune des forces de vente. Avec un principe d'incentive? Ouais, tout le monde est incentivé de manière collective. L'idée étant que ce soit pas chacun pour soi, mais... collective au sein d'un point de vente? D'un point de vente. Ok. Ouais, d'un point de vente. Ça, c'est aussi un truc que j'ai appris, moi, dans mon expérience. Si tu as une incentive, tout de suite, tu bosses pour ta boîte, mais tu bosses aussi un peu pour toi. Donc, ça donne encore plus envie. Ça gamifie aussi le travail. Moi, je pense que c'est une clé pour les sales. Ouais. Avec une incentive à la semaine, au mois, au trimestre? Au mois. Au mois, en boutique. Au mois, en boutique. Ça représente combien de personnes, les 20 boutiques? Alors ça bouge en fonction des moments. Sur la période estival, on a des pop-up, donc ça fait un peu monter, mais globalement c'est 60-70 personnes en retail à date. Chaque année on ouvre entre 2 et 5 points de vente ou corner, selon. Donc tu vois, c'est pas trop non plus, hein. On a pas mal de nos confrères, consoeurs qui font plus, mais parce qu'ils sont vraiment retailers. Nous, l'idée, c'est pas d'être retailer, c'est plus de monter la brand awareness et de faire connaître la marque. Donc on crée quelques boutiques, mais aux bons endroits, au bon moment et avec une strate globale. Quand j'ouvre des boutiques à Londres, on va activer aussi la communication qui va avec, on va faire la bonne collab qui va au bon moment, on va trouver l'agence de presse qui va nous permettre d'activer les KOL, les bons magazines, qui vont déclencher de la presse corpo aussi. Voilà, il faut arriver et travailler en équipe, et c'est pas juste le retail qui ouvre des magasins. KOL, c'est Key Opinion Leaders, c'est les ambassadeurs de marque, les influenceurs. Exactement. Parfait pour le retail. 7500 revendeurs à côté de ça. Ouais. Pour 60% du chiffre. Ouais. Et ça, comment on y arrive en l'espace de combien de temps? Quand est-ce que vous avez commencé? Ça, vous avez commencé dès le début. Tu vois, on aura 15 ans cet été, mais si tu prends vraiment le moment où on crée un réseau de distribution, c'est depuis janvier 2012, wholesale. Donc ça fait 12 ans. 12 ans, ok. Dans les grandes lignes, et ça a évolué aussi, en fait. Donc c'est pour ça que je vais te le faire un peu long story short. On a décidé d'ouvrir en direct les zones qui étaient proches de nous physiquement. Donc c'était la France d'abord, mais tous les pays limitrophes ensuite. Donc France, Allemagne, Autriche, UK, Benelux. Mais en direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui parles aux revendeurs? Ouais, t'es sales. Nous, on a nos équipes de sales avec des patrons de zone. Et donc là, on maille fashion, hôtel, optique, kids, sport sur ces zones-là en direct. Fox. FHOKS, pardon. Exactement. Et au-delà de ça, sur les zones que tu sais livrer assez rapidement, tu peux te permettre d'avoir des agents. C'est-à-dire que tu leur fais pas porter le stock. C'est comme des sales, sauf que ils sont à leur compte. Et donc ça, c'est le cas en Scandinavie, en Espagne, en Italie, toutes les zones qui nous entourent. Au-delà, c'est des distributeurs. Donc la différence, c'est que c'est vraiment une entité qui a ses équipes de vente, mais qui va aussi porter le stock et qui va aussi représenter la marque localement. Donc nous, on va leur donner tous les outils pour réussir. Donc nos outils de merchandising, nos guidelines, notre positionnement de marque, on va suivre tout ça. Et on va leur demander de respecter notre positionnement aussi. Ils vont en plus de ça stocker, donc il faut qu'ils soient bons sur leur forecast, pour pouvoir, parce que nous on a quand même un lead time de 9 mois, donc il ne faut pas se tromper sur les achats. C'est quoi le lead time? C'est le moment entre le moment où tu passes tu lances ta prod et le moment où tu reçois à l'entrepôt tes produits. Nous on fabrique en Asie, notamment beaucoup à Taïwan, parce que ça a été un parti pris d'avoir, avec une boîte familiale là-bas, la meilleure qualité possible sur un savoir-faire de lunettes injectées. C'est là-bas que le savoir-faire est. Et comme on vend worldwide, c'était la localisation avait moins d'importance pour nous. En revanche, pour la partie Europe, il faut rajouter tout le timing pour acheminer le stock Europe dans l'entrepôt Europe. Et donc, c'est des semaines et des semaines de bateau.
Donc l'ensemble, entre le moment où tu calibres tes achats et le moment où tu reçois, c'est 9 mois, dans les grandes lignes. Donc bien choisir tes tes distributeurs, pardon. Voilà, et les distributeurs, il faut qu'ils soient aussi polyvalents que toi, parce que souvent tu vas trouver des gens qui sont très fashion ou très optique. En fait, l'idée là, c'est de les aider à être fashion, hôtel, optique, kids, sport. Et donc là, il faut les accompagner. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près une quarantaine de partenaires qui nous représentent sur tous ces pays. On a quelques pays qu'on travaille en direct parce que c'est des gens qu'on a rencontrés. Donc pays limitrophes France, pardon. Agent, si c'est pas du direct. Ouais. Et les États-Unis, c'est quoi? Alors les États-Unis, ça a été un distributeur pendant pas loin de 10 ans. Il a fait un très bon travail dans le milieu qu'il connaissait bien, à savoir les musées, les concept stores. Là-bas, ils appellent ça les mom and pop stores. C'est les petites boutiques tenues par son propriétaire ou sa propriétaire. Il a fait un très bon boulot, il a ouvert 500 points de vente et un jour, on s'est dit si on veut accélérer aux US, c'est quand même notre plus gros terrain de jeu. On voyait que l'on faisait des chiffres très élevés, notamment notre premier revendeur, c'est le MoMA à New York. C'est le premier revendeur sur le marché US aujourd'hui, ouais. Qui fait 20% du chiffre global. Hein. Ouais, avec trois magasins, le MoMA représente le plus beau revendeur des US. Comment tu fais pour être référencé au MoMA? Quand tu es bien référencé en Europe, les autres boutiques du monde dont les acheteurs voyagent te voient et donc te veulent. Tu crois qu'il y a des COB, des Key Opinion Boutiques dans le monde qui influencent? Moi, je dois beaucoup à Colette. Ok. Colette, qui n'existe plus, qui est devenue Yves Saint Laurent, puisque Colette avait décidé de prendre sa retraite. À l'époque, souvenons-nous, il lançait en avant-première monde l'Apple Watch, d'Apple Monde. Colette, c'était le temple de la prescription de tendance. Et c'est ce qui nous a aidé à avoir le sésame pour ouvrir tous les autres vendeurs. C'est quoi le Colette d'aujourd'hui? Justement, je ne saurais pas te le dire. Okay. C'est très dur de trouver. Alors, tu as des Colette par zone, mais qui a un rayonnement aussi fort que Colette l'avait international. C'est très dur. Si tu regardes à Londres, ça va être un Selfridges, un Rod, peut-être un N-Closing. Si tu regardes à New York, ça va être un Kiss. En Italie, ça a été longtemps Corso Como. La Rinascente aussi, mais la Rinascente, ça ressemble peut-être plus au bon marché. Donc c'est difficile de comparer Colette. En tout cas, d'avoir les bons revendeurs, ça te permet d'être vu par les bons acheteurs. Et c'est eux qui viennent à toi si c'est pas toi qui les as chassés. Mais si tu les chasses, comme ils t'ont vu ailleurs, c'est plus facile de les convaincre parce qu'ils sont sollicités 50 fois par jour. Ils répondent même plus à leurs mails, ces gens-là. Et le MoMA, ça a été ça en fait. Ils nous ont vus chez Merci, très bien représentés. Ils ont vu que le produit partait bien. Et ça a été une super rencontre. Et aujourd'hui, on travaille que depuis plus de 10 ans. On prend beaucoup de place. Je pense qu'on est d'ailleurs un des produits qui se vend le mieux au centimètre carré au MoMA. Et voilà. Donc, je reviens sur l'histoire du MoMA. Reviens sur l'histoire du MoMA. Ce distributeur nous ouvre 500 points de vente. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il ouvre plus de doors parce qu'il est arrivé au bout de son portefeuille client et il ne savait pas faire la partie optique, hôtel, kids, sport et les department stores. Donc là-bas, les department stores, c'est gros. C'est Bloomingdale's, c'est Saks, c'est Nordstrom. Ça, il faut avoir les réseaux, c'est un savoir-faire. Parfois, il faut être capable de déployer de la force de vente, des démonstrateurs. Et donc, on a fait un bon deal. On lui a proposé de devenir agent, puisque nous, on s'est dit, il faut qu'on crée une filiale à New York, qu'on crée un entrepôt. Donc, on a fait, je te fais court, on a trouvé un super partenaire qui est à Chicago, qui est central, donc qui permet de livrer partout, centre, côte est, côte ouest, et les bureaux à New York. Plus facile pour travailler avec Paris, sur les fuseaux horaires, les déplacements. Et donc, on lui a proposé de passer de distributeur à agent. Ça voulait dire reprendre son stock, revoir le deal commercial, le laisser sur sa zone qu'il maîtrise, mais de construire autour. Donc, sur la partie qu'il ne savait pas faire, optique, kit sport, department store. Donc, tu lui laisses le FH, mais pas le OKS. Ouais, et encore dans le FH à resplitter, là, tu rentres dans le détail, parce que dans le F... Tu lui laisses une partie, mais tu prends on lui laisse ce qu'il a ouvert et ce qu'il sait faire. Il porte plus son stock, donc c'est toi qui fais la prévision et la gestion de stock. Ouais, tu l'as fait ensemble, parce qu'il faut qu'il quand même donne ses inputs sur les forecasts. Mais il le porte plus, en tout cas. Mais il le porte plus. Ok. Donc, ce qui est un gros soulagement aussi pour un distributeur, parce qu'il va prendre un petit peu moins de marge, mais il va avoir une amplitude de stock et de catalogue beaucoup plus grande. D'ailleurs, c'est un peu la limite du distributeur. La force, c'est qu'il porte le stock, il prend ses risques, mais le frein, c'est qu'il ne va pas prendre tout ton catalogue, parce que plus tu grandis, plus tu crées des nouveautés, plus ton catalogue grossit. Et plus il se met à risque potentiellement. Voilà, donc il ne va pas tout prendre lui, il va prendre les formes et les couleurs qui pensent être bonnes pour son territoire, mais il passe aussi à côté de tout un tas d'opportunités. Donc quand tu passes le distributeur
agent, eh ben, il se retrouve avec tout le catalogue. Donc ça lui permet d'avoir une amplitude plus grande pour faire monter les revendeurs. Et il était content de le faire. Il n'était pas habitué, donc c'est des discussions que tu as qui sont un peu longues, mais aujourd'hui, il est ravi. Okay. Il est ravi parce qu'il est concentré sur les ventes. Il gagne bien sa vie comme ça, et c'est très bien. Et nous, ça nous a permis vraiment d'accélérer. C'est comme ça qu'on est arrivé à recruter une personne formidable qui s'appelle Jonathan Crespo, qui est l'ancien patron d'Oliver People aux US, et qui lui arrive avec un nouveau regard, un nouveau réseau, lifestyle, department store et fashion. Oliver People, belle marque d'optique qui avait 40 ans, enfin qui a une quarantaine d'années, qui fait dans les 70 millions, je ne vais pas dire de bêtises, de dollars de CA. Comment tu le hook, lui? Comment tu le décroches? Comment tu l'attrapes? L'histoire de la vie, les rencontres, des gens qu'on connaissait en commun, on a été présentés. D'abord pour un échange plus de marché, parce qu'avant de te lancer aux US, en fait, tu commences par rencontrer beaucoup de gens qui vont te parler des forces et des faiblesses des US. Et puis le jour où tu te lances, tu as intérêt à être bien accompagné. Donc toutes ces rencontres nous ont amenés à être mis en contact avec Jonathan, plus pour parler du marché de l'optique. Et finalement, lui nous a fait part de son souhait d'être dans le changement. Il pensait être arrivé au bout d'un cycle. Je crois qu'il est resté 10 ans chez Oliver People. Et donc ça matchait bien, les rencontres de la vie. Quand est-ce que le distributeur devient agent? Il y a 1 an. Il y a 1 an. C'est à ce moment-là aussi que vous vous installez là-bas? Ouais. Alors, dans les étapes, si tu veux, on trouve d'abord l'entrepôt, parce que ça, c'est un point clé, c'est d'avoir ton stock. Le faire tourner, le raccorder informatiquement à tous tes systèmes de gestion. Donc, nous, notre ERP, qui est SAP, il faut que tout colle. Une fois que tu as ça, tu le bascules progressivement, lui, agent, et au même moment, tu constitues ton équipe. Donc, il faut trouver tes bureaux à New York. Nous, on est chez Spring Studio, qui est plein cœur de New York, super cool, qui est une sorte de WeWork premium avec des très très jolies marques. Tu as Ami qui est là-bas, par exemple, Bash, donc ça te permet aussi d'inter-échanger. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on décide de recruter un CEO et des équipes de vente. Parce que là, c'est focus vente. Hein, c'est un bureau qui est focus sur les ventes wholesale. On recrute d'autres agents aussi, parce que nous, on se dit l'équipe de vente, elle va être focus sur le fashion et le department store. Mais sur la partie optique, maintenant, on a un agent. Et sur la partie kids aussi. Ok, donc tu as au final 3 agents, l'historique plus de nouveaux, et tes équipes de sales en interne. Exactement. On a souvent abordé le sujet des US ici. C'est intéressant, on a fait le petit déj du panier la semaine dernière, et c'était en comité restreint. On était une petite trentaine de commerçants et e-commerçants, et il y a Cyprien Schlegel de Experience Capital, qui porte Balibari, BAM, Figari, plein de marques en transverse, enfin qui les aide sur les stratégies digitales et e-commerce et activation, et qui disait les US c'est un énorme marché, ultra saturé, mais avec des habitudes d'achat en digital, en e-com, des paniers qui sont beaucoup plus importants, et quelques miettes sont déjà largement suffisantes pour faire de la croissance. On a aussi souvent abordé le sujet des US sur le panier avec différents retours d'expérience, mais un retour d'expérience qui est toujours le même, c'est que c'est compliqué, parfois il faut s'y prendre à 2 ou 3 fois. Vous avez commencé avec le distributeur qui vous avait permis de vous installer et de valider que le marché... Exactement. On n'est pas parti de zéro. Souvent on nous dit, attention, il n'y a quand même pas beaucoup de boîtes françaises qui réussissent. Parce que quand tu arrives de zéro, t'es pas au bout de tes surprises. Déjà, ça coûte une fortune. Tout coûte cher. Comment tu l'as convaincu, ce premier distributeur? Pareil. Comme le MoMA. Okay. Les rencontres à Paris, sur les salons, et en étant bien distribué. Okay. C'est super important. Hein. Ce point, il est clé pour quand tu te lances dans une marque. Quand tu es bien visible, avec le bon merch, dans les bons magasins, tout le monde te voit. Et c'est distributeurs potentiels à l'étranger. Donc d'ailleurs, nous, on a toujours été approchés par nos distributeurs. Là, il faut faire attention et sélectionner aussi, parce que tu as à boire et à manger dans les distributeurs potentiels. Donc là, il faut leur demander un business plan, il faut aller vérifier sur place qu'ils ont bien le réseau qu'ils prétendent avoir, il faut les challenger sur leur vision, leur positionnement, leur vision sur le positionnement de ta marque, pour être sûr d'être super raccord, parce que sinon, tu t'exposes à beaucoup de temps passé et de sujets de discorde. Donc, il faut être super aligné. Lui, on l'a rencontré dans ce cadre-là et on l'a testé. En fait, il faut tester toujours tes distributeurs et ça s'est révélé être très bon.
Et surtout, on a noué une très très bonne relation d'amitié, puisque c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, avec qui on s'entend bien, qui a toujours été de bons conseils. C'était quelqu'un de plus âgé, il est toujours plus âgé et donc plus expérimenté. Et ça a bien matché. Pour le coup, là, ça a été une belle rencontre. Tu as dit un truc intéressant, tu as dit qu'il faut toujours tester ses distributeurs. Ouais. Comment tu testes un distributeur? Tu te laisses 6 mois, 1 an. Maintenant, je vais un peu plus loin d'ailleurs. Je leur propose, je leur donne une liste de points de vente à aller convaincre. Et s'ils y arrivent au bout de 3 mois, ils gagnent le droit, justement pour ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que si tu es dans les bons revendeurs de ta capitale, de ton pays, le reste va cascader. Donc maintenant, tu leur donnes 3 mois pour tester, d'être dans la liste des 10 top revendeurs qu'il te faut. Et s'ils arrivent à les convaincre, là tu signes et tu y vas. Mais tu te places en position de force du coup dans cet échange. Bah, aujourd'hui, je peux. Aujourd'hui, tu peux. Après 15 ans de marque, je peux. Au début, non. Au début, c'est des bonnes opportunités. Il faut juste vérifier que la personne est au niveau. Donc là, tu dis, on se donne 1 an. Et si dans 1 an, c'est bon, bah, on continue. Et donc, tu te fixes des objectifs. Et tu vois si tu les as atteints ou pas. Et si tu les as pas atteints, bah, tu revois s'il y a des choses à améliorer. L'idée, c'est aussi, nous, on est plutôt des gens fidèles. Donc, on se projette dans la durée. On n'est pas ambiance Men in Black. On essaye de comprendre, d'aider. Et voilà, en général, quand on marche beaucoup au feeling. D'ailleurs, on a été pendant longtemps sans contrat, un gentleman agreement. Ça fait que quelques années qu'on a mis en place des contrats avec des objectifs. Et voilà, donc tu testes aussi par du factuel, c'est-à-dire où on en est sur les chiffres par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et où on en est par rapport aux doors qu'on devait ouvrir et qu'on considérait comme stratégiques, qui ont été ouvertes ou pas ouvertes. Compris. J'ai plein de questions qui viennent. C'est quoi le ticket pour ouvrir les US en propre? Alors c'est une très bonne question parce que j'aurais pas la réponse dure sûre, parce qu'en fait ça se fait dans le temps, et en fait tu as plusieurs tickets à débourser. Dans notre cas, ça a été déjà beaucoup de setup d'entrepôt. C'est aussi tous les allers-retours que tu vas faire qui ne sont pas négligés, l'avion, l'hôtel, le temps passé. Et après c'est les recrutements. En fait, tu peux considérer dans les grandes lignes les recrutements que tu fais en Europe, tu fais x2 et c'est les salaires que tu payes aux US. Chargé? Ouais. Donc un 50 000 C'est chargé à 75 en France, il faut un 150 aux US pour le même poste. Et le niveau de vie pour eux est aussi doublé. Ouais, doublé. Je t'invite à retourner à New York, tu vas être surpris par le prix des hôtels. Tout est plus cher. Tout est plus cher. Petite parenthèse, vous êtes rentable depuis le premier jour. Ouais. Nous, on a eu un premier investisseur à nos tout débuts, qui était plutôt un business angel, qui s'appelle Jean-Pierre Guichard, qui a créé une très très belle boîte qui s'appelle Manutan. Et il nous parlait du bon sens paysan. Et je pense qu'il nous a transmis ce bon sens paysan, c'est-à-dire je gagne et je réinvestis ce que j'ai gagné l'année d'avant. Et on a toujours été inspiré par Jean-Pierre, à savoir sur sa vision business, sur cette vision-là, sur la manière d'organiser les équipes, le fait de l'ambiance au travail aussi. Et donc ça en fait partie de cette volonté d'être rentable depuis le premier jour. Et ça a été le cas même dans les années Covid. Et c'est une grande fierté pour nous. C'est ce qui nous permet aussi d'être super indépendants, parce qu'on a toujours eu un partenaire financier minoritaire. Donc à nos débuts, c'était ce fameux business angel dont je te parle. Il y en avait un deuxième aussi. Et puis un peu plus tard, on a décidé de se faire un peu challenger en allant apprendre auprès de personnes un peu plus internationales et qui étaient plus dans nos réseaux. Et donc depuis 2022, on a pour actionnaire un fonds anglo-américain qui s'appelle Towerbrook, qui nous a mis à notre board 2 anciens entrepreneurs hyper aguerris qui nous aident, nous challenge, nous accompagnent tous les mois. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dévié sur la partie actionnariale, mais parce qu'on est parti de Jean-Pierre et la rentabilité, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de nous projeter et d'avoir une vision super claire sur la manière d'évoluer la croissance qu'on voit. Et je te demandais le ticket qu'il fallait pour aller aux US, mais les salaires, c'est hyper important. Il y a un truc aussi qu'on oublie beaucoup, c'est que le légal va très très vite aux US et que le compteur tourne à chaque minute, comme les cabinets aussi en France évidemment, mais ça peut être très très cher. Et entre l'ouverture de la boîte, les visas, les déplacements, et enfin voilà, il y a la fiscal law et tout ça, ça va très très vite, quoi. Ça va très vite. Bon, nous on est accompagné localement par des avocats, mais sur toute la partie régalienne, si je puis dire, de l'entreprise. On n'a jamais eu de pépins pour l'instant, parce que c'est les pépins qui peuvent te coûter cher quand tu te fais attaquer sur des choses réelles. Maintenant, on est hyper vigilant, être dans les règles, faire du mieux possible, vraiment respecter le cadre pour s'éviter les ennuis.
Mais donc, on parle du coût, dans les grandes lignes, c'est x2 pour tout. C'est valable pour les loyers d'une boutique. Tu parlais du retail aux US, on attend un petit peu, parce que le jour où on ouvre une boutique à New York, c'est formidable, mais c'est le loyer, il est doublé, tout est doublé. En revanche, ça te rapporte aussi beaucoup plus cher. Le panier moyen aux US en e-commerce, il est doublé. Et il l'est aussi chez nos revendeurs. Les gens, ils n'achètent pas les lunettes par une, ils achètent par deux, par trois. Il y a un pouvoir d'achat qui est aussi phénoménal aux US. Et donc, quand tu arrives à réussir ton réseau de distribution, ton maillage wholesale et du coup ta brand awareness qui te permet de faire du repeat en online, ça peut aussi aller très vite et très fort. Et vous avez fait tout ça sans vendre sur Amazon jusqu'à présent en tout cas. Exactement, ouais. Pourquoi ? Enfin, avec ce modèle qui est plutôt wholesale que retail, plutôt wholesale que B2B, D2C avec ton e-com qui est venu après. Ouais. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on considère que notre marque, nos produits, c'est notre bijou, notre diamant brut, et on doit le choyer, faire attention. Le respect dans le merchandising, le respect du prix, la manière dont il est présenté, l'effet émotionnel qu'on peut avoir chez nos consommateurs. Et on fait très attention à ça. C'est pour ça qu'on préfère être vendu au bon marché que dans une pharmacie, parce que c'est un univers de mode, c'est un univers luxe, c'est un endroit où tu te fais plaisir. Et donc pour toutes ces raisons, on a évité les marketplaces, les pure players de manière générale. Maintenant, on se pose la question pour Amazon Amérique du Nord. C'est pas encore tranché, c'est pas encore décidé. On regarde sérieusement parce qu'on entend aussi des Américains que dans l'usage, c'est le premier moteur de recherche. C'est-à-dire qu'Amazon est presque plus utilisé que Google pour les Américains. C'est pas du tout dévalorisant pour une marque. Et si tu y vas plutôt en format marketplace où tu maîtrises tes stocks pour pouvoir maîtriser ton prix. En tout cas, ce serait, si on devait y aller, notre manière de le faire. Et pas encore en Europe, pas en France ? Non, si on le teste, ce sera d'abord aux US. Ouais. C'est le temple. Mais ce sera un test. Ouais, on aura plein d'apprentissages. Et à ce moment-là, on teste toujours. Non, on teste, on fait un rétex, on se remet d'accord. Et puis ensuite, on voit ce qu'on fait. Donc déjà, si on met un premier pied Amazon en Amérique du Nord, ce sera déjà une belle première avancée sur ce sujet-là, puisque ça fait 15 ans qu'on n'y est pas. Rétex, retour d'expérience. T'as dit un truc, juste une question. Vous produisez en Asie, à Taïwan. Est-ce qu'en ce moment, avec les tensions, vous avez un fallback, une solution de secours ? C'est une bonne question. En fait, nous, le sujet, c'est fabriquer des lunettes qui soient de meilleure qualité possible, à un prix de revient qui nous permette d'avoir un prix accessible pour le consommateur. Et aujourd'hui, le meilleur savoir-faire sur ce qu'on appelle les lunettes injectées, notre manière de faire, c'est en Asie. C'est là-bas qu'il y a le meilleur savoir-faire pour trouver la bonne qualité. Donc si c'est pas Taïwan et si c'est pas la Chine, ça peut être tous les pays qui sont autour. Donc effectivement, c'est une vraie question stratégique et on regarde activement en ce moment, puisqu'on entend, comme tout le monde, depuis quelques années, que Taïwan et la Chine, il peut y avoir un conflit majeur qui pourrait potentiellement bloquer le pays et donc son industrie. Donc on regarde, on a des débuts de réponses dont je ne peux pas parler ici et maintenant parce que c'est un peu tôt, mais c'est un sujet qui nous préoccupe au quotidien. Ouais, j'imagine. Génial. Écoute, je voudrais parler un peu de marketing et d'activation en point de vente, puisque c'est aussi ton sujet. Ouais. Quand je t'ai demandé quels étaient les principaux leviers que vous utilisiez pour vous faire connaître, alors, il y en a plein, il y a des collaborations, l'activation, mais il y a surtout de la visibilité en point de vente. Raconte-moi comment vous gérez ça, surtout sur 7500. Déjà, si on dézoome juste un peu sur la marque, comment elle se représente, la force de la marque, c'est qu'elle touche tout le monde, puisqu'on fait des lunettes de lecture, des lunettes de soleil, des lunettes pour enfants, des lunettes pour écran, des lunettes de sport. Donc déjà, ça, c'est une force, mais en même temps, le challenge, c'est quand tu veux tout faire, parfois on dit tu peux faire tout moyen ou moyennement. Donc c'est être suffisamment bon sur chacune des gammes pour toucher les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc, ça nécessite d'avoir une stratégie et un plan marketing qui est suffisamment bien rythmé pour pouvoir mettre en avant toutes tes gammes aux bons endroits et au bon moment. Ça, c'est vraiment pour dézoomer. Si je rentre un peu plus dedans, pour nous, on considère qu'une marque qui dure, qui perdure, c'est une marque qui continue d'étonner, qui se renouvelle, qui crée la nouveauté, qui est vivante, et donc ça doit passer par de la nouveauté. En permanence, on crée, on innove, on lance des nouveautés. Si ce n'est pas des gammes, c'est des formes, c'est des couleurs, c'est des collections. Donc 2 fois par an, on a une collection saisonnière
automne-hiver, printemps-été, avec un nouveau thème qui se décline sur toutes nos gammes. Ensuite, l'été, on a une collection capsule, où là, on va arriver avec quelque chose de plus étonnant, on va se lâcher un peu plus dans la communication. Et puis, on ne s'interdit pas de faire des collaborations avec des marques inspirantes et internationales, comme c'est le cas avec Bonpoint pour l'enfant. On a travaillé avec Woolrich dans le passé, les doudounes hyper premium. On a pu le faire avec des magasins comme Colette, Le Bon Marché ou le MoMA. Ou avec des artistes aussi, comme on a pu le faire en reprenant et en travaillant avec les ayants droit de Magritte. Et ça nous permet d'avoir une marque vivante qui se renouvelle, qui crée la surprise en permanence. Donc vraiment, ça c'était pour te donner le dézoom gamme et activation plan marketing. Maintenant, la manière... Mais vous faites, pardon, juste pour rebondir là-dessus, vous faites des capsules qui durent dans le temps aussi. Bonpoint, non mais Bonpoint, ça fait pas plusieurs... Chaque année. Chaque année, vous remettez, ok. Chaque année, ouais. Bonpoint, c'est un très très bon partenaire. Eux se revendiquent comme étant le Hermès de l'enfance, ce qui est très vrai. Et donc pour une marque qui se revendique mastige, les lunettes à 40 € du bon marché, d'être associé à Bonpoint pour l'enfant, ça colle parfaitement. L'histoire, elle est cohérente et on partage vraiment la même vision des collections, de la manière de travailler nos marques. Donc c'est vraiment super. Compris. On a dézoomé, on rezoome. On rezoome sur... Voilà. Maintenant, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment est-ce qu'on active la présence de marque quand on n'aspire pas et qu'on n'a pas les moyens d'un Nike ou d'un Swatch? Nous, on considère que notre premier levier de visibilité, c'est nos revendeurs. Donc, on investit beaucoup sur notre merchandising. On ne vend pas des lunettes simples qui sont... mise sur étagère, on met à disposition du mobilier qui va avec, qui met en avant la marque, qui présente bien les lunettes, qui présente bien les stocks, qui montre notre univers de marque et qui permet aussi l'animation, l'activation de notre marque. Donc c'est ce qu'on appelle des displays sous toutes les formes. On a des petits, des grands, ça va jusqu'au mini-store, c'est-à-dire que là on est capable carrément d'habiller la moitié d'une boutique et d'investir les vitrines de nos revendeurs, parce qu'on considère que ces 7500 revendeurs, c'est notre premier levier de visibilité. Est-ce que c'est ce genre de choses? Exactement. J'ai cherché mobilier easy peasy dans Google Images. Voilà. Et tu vois, ça c'est un meuble qu'on appelle le shop in shop. On a des spinners qui sont des grandes tours qui tournent, qui sont super adaptés pour le travel retail, pour la vente en aéroport. Quelle part d'ailleurs du travel retail chez vous? C'est encore petit, parce que le travel retail, c'est un endroit où tu peux aspirer à être quand tu es connu dans le pays. Tu ne démarres pas avec le travel retail, c'est le pays de départ, de destination, le pays de départ. Oui, de départ. Ouais. Donc à l'aéroport de Roissy. Roissy, Orly, on est très bien représenté puisqu'en Ouais. France, on a une bonne notoriété. Okay. Tu vas nous retrouver à Londres aussi. Tu vas nous retrouver dans l'aéroport en Croatie parce qu'on a une super notoriété. Donc c'est quelque chose qui monte en puissance en même temps et en corrélation de ta notoriété locale. Et on le travaille de plus en plus. On fait les salons d'ailleurs comme le TFW à Cannes qui nous permet de rencontrer tous les gros faiseurs. On apprend beaucoup de ce milieu-là, qui est un milieu très intéressant. Et on est de plus en plus donc, dans les aéroports, mais également dans les compagnies de croisière. Tu sais, les fameuses MSC, les Costa Croisière. On n'est pas au Ponant, mais par exemple, tous ces croisières où il y a des super magasins à l'intérieur. Donc, mobilier... Mais d'ailleurs, Travel Retail, on parle d'aéroport. Ouais. Mais je te disais tout à l'heure que notre première boutique, c'était la Gare de Lyon. C'est la Gare de Lyon, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est vrai. C'est du Travel Retail aussi. Okay. Ce mobilier que vous avez fait, que vous distribuez en direct sur les zones où vous avez vos équipes ou via les agents ou distributeurs sur les autres? Ouais. Il y a de la formation, de l'animation. Comment est-ce que... alors voilà, ça c'est vraiment un point super important, le training. Moi, je cite souvent aux équipes le cas de... Quand tu vas dans les magasins multimarques fashion et que tu vas dans le rayon lunettes, c'est souvent le pire parce que c'est très difficile de tenir propre des lunettes. Les gens mettent les doigts dessus, les repositionnent pas comme il faut, pas au bon endroit, donc pas en face du stock. Donc c'est un vrai challenge de tenir des lunettes nickel. Et c'est là où on est intransigeant sur le déploiement des displays. Nous, nos displays sont pensés pour avoir une lunette toujours droite, en face de son stock, avec la signalétique, le prix au-dessus, qui permet une lisibilité et une compréhension de la marque instinctive auprès du consommateur. Donc ça implique que tout le monde suive, les sales, les agents, les distributeurs, qui soient traînés autour de ça pour qu'à leur tour, ils puissent redonner les bonnes guidelines aux revendeurs et qui sont d'ailleurs toujours hyper preneurs
de nos displays, puisqu'on les a pensés aussi suffisamment discrets et élégants pour ne pas entraver l'univers de la boutique. Tu peux avoir des boutiques qui sont plutôt blanches, jaunes, rouges, métal, bois. Si tu arrives avec un display qui est trop tranché, tu as une chance sur deux qu'il ne soit pas pris. Donc nous, notre parti pris, c'était d'arriver avec des displays qui soient un peu passe-partout. Ok, compris. Et au-delà de cette visibilité et de ces displays en point de vente, tu as des plans marketing d'activation, j'imagine. Quand tu as un mix omnicanal aussi tradit, wholesale, retail, digital que le vôtre, mais autant de points de vente, comment est-ce que vous faites des activations ou des promotions ou des plans marketing synchronisés entre tous ces... Alors déjà, 80% de notre collection, c'est du permanent. Ok. Donc c'est 20% qui est animé, et qui est animé chez les revendeurs qui ont la place de prendre les collections. Donc déjà, les deux choses que je viens de te donner, ça restreint quand même le champ d'activation. Notre premier levier de lisibilité, de visibilité de ces activations, c'est le B2C. C'est le site internet Sahom qui va avec Instagram, Facebook, les réseaux sociaux qui sont animés en même temps. Et ça va être les vitrines et nos tables d'attaque dans nos boutiques. Et ensuite, nos donc plus gros... un tiers du business, c'est ça, 20 et 10. Ouais. J'ai une bêtise, c'est ça. Non, même 30 et 10, 40% du business. Ouais. Et les meilleurs revendeurs. Okay. Nous, on a un tiering client qui nous permet de bien tous les animer en fonction de la place qu'ils sont prêts à nous laisser. Et donc, en fonction, on va pouvoir animer des vitrines, on va pouvoir animer des mètres linéaires avec des easels, des éléments de visibilité autour des collections dont je te parlais tout à l'heure. Ok, compris. Le temps file, j'aurais bien aimé parler de la stack technique. Si tu veux, je dis ce que tu m'as dit quand on préparait l'entretien, et peut-être qu'un jour on se fera un épisode ou un catch-up sur cette stack, et j'aimerais comprendre quelle est la stack nécessaire quand on est, comme vous, en omnicanalité. La stack technique, pardon, les outils que vous utilisez. Donc en gros, Adobe Commerce, qui est Magento. Ouais. Vous étiez avant sur PrestaShop, vous êtes passé sur Magento et vous avez gardé PrestaShop sur la partie B2B. Ouais. Pour l'international, vous êtes sur Globally. Ouais. iPay sur l'Europe. Vous avez Fittingbox, qui est une jolie petite boîte Toulousaine, c'est ça, pour le virtual tryout. Ouais. Ou try-on, selon. Ou try-on, pardon, bien sûr. Power BI pour l'analyse. Et vous êtes sur SAP. By Design, qui est une version, on va dire, simplifiée de SAP. Ouais, avant, vous étiez sur Sage. Ça reste quand même une machine de guerre, SAP. Ah ouais, ça a été une... SAP et Adobe, c'est deux replats qui se sont faits quasiment la même année. Ça a été très long et challenging pour toutes les équipes. Mais quand ça roule, c'est fantastique. Aujourd'hui, tout roule et c'est fantastique. SAP by Design nous permet un suivi de nos chiffres, de notre facturation, notamment au niveau des ADV qui est formidable. Et comme on vend dans le monde entier, il faut pouvoir avoir un produit qui soit super adaptable pour pouvoir aussi bien suivre ta facturation, tes paiements, les contraintes de douane, ton suivi de stock, tes forecasts, le connecter à des outils de forecast, etc. Donc ça, et aussi sur la partie financière, c'est très important d'avoir un outil qui tient bien la route quand tu as 7500 revendeurs en face. Le produit s'appelle Business by Design en un mot, qui est donc pas qui est un produit SAP. Ouais. SAP, exactement. Et de l'autre côté, avant on était sur PrestaShop, on l'est toujours sur l'Espace Pro d'ailleurs, c'est-à-dire le site internet à destination des professionnels, du B2B. Sur la partie B2C, on est passé sur Adobe, on avait fait un appel d'offres, on s'est fait accompagner, et c'est eux qui nous avaient fait le meilleur effet, la meilleure proposition. On avait trouvé une belle agence aussi de dev qui allait avec, je pense que c'est lyonnaise, le bon binôme. Non, parisienne. Ok. Parisienne, qui s'appelle, on a le droit de la citer ? Oui, bien sûr. DND, avec qui on a un super bon fit, avec qui ça marche bien. L'idée, c'était, comme on devenait de plus en plus international et qu'on avait envie de travailler de mieux en mieux notre site, l'UX, la page produit, les pages catégories et toutes les fonctionnalités qu'offre le e-commerce aujourd'hui, avec cette notion d'upsell, de cross-sell, de bundle, il fallait qu'on passe à un outil qui nous permette de faire tout ça et qui soit plus puissant, qui nous permette d'augmenter notre taux de transfo, notre AOV, réduire notre taux de rebond. Et c'est... AOV, pardon le panier Average moyen. Order Value, pardon. Le panier moyen, pardon. Oui. Et voilà, c'est toutes ces fonctionnalités qui nous animent au quotidien et qu'on anime mieux
sur ce nouvel outil que celui qu'on avait par le passé. Il date de quand ce replatforming? Il y a 2 ans. Tu te souviens de ce que ça a coûté? Dans les grandes lignes, on est sur une enveloppe à 500-600 000. Ok. Dev inclus. SAP, Magento, Ah c'est non. ça? Ah non, Juste Magento. Ouais, je te parle du replatforming. Replatforming, Magento. Ouais. Donc PrestaShop vers Magento. Ouais. Est-ce que vous avez replatformé le PrestaShop ou le PrestaShop existait déjà? Vous l'avez laissé tel quel et juste Non, relifté? le PrestaShop, on continue de le développer parce qu'il fonctionne bien. On l'a mis à notre image. C'est un peu plus basique aussi un espace pro. Hein. Le consommateur pro, il fonctionne différemment. Donc on reste avec notre agence de l'époque qui s'appelle Antadis, qui est super aussi. Donc ça nous permet de travailler les deux en corrélation. On se croise souvent avec Antadis. D'accord. Quelle part des 7500 revendeurs passe une commande en e-com? Alors, l'espace pro ne concerne que les pays qu'on gère en direct. Donc, c'est là donc où on vos équipes, donc hors distributeur. Ouais, mais les agents, oui. Ok. C'est-à-dire tout ce qui est relié à nos stocks. Et donc ça, c'est 80% des reorders sont passés sur l'espace pro. Ok. Donc ton agent ou ton équipe, elle a qu'un métier pardon, c'est compliqué. Elle fait de l'animation. Ouais. Ok. Elle prend pas la commande. Ils vont chasser et animer. Et dans l'animation, l'idée, c'était de focus sur prendre de la place, présenter les nouveautés, bien travailler le merchandising. Ils vont prendre aussi les commandes sur place, mais ils vont les prendre directement dans l'outil. Okay. Ce qui permet d'éviter les erreurs, les pertes de temps, les ressaisies. Tu retravailles tout directement. Et puis, si tu as des avoirs, des suivis, etc., tout est suivi informatisé. C'est un gain de temps qui est exceptionnel. On a fait un super épisode avec Emilien Forêt de Cabaya sur le retail. Bien sûr, on s'entend bien, on se connaît bien. Très fort, Emilien de Cabaya. Génial. Très sympa en plus. Où il me racontait les commandes sur un coin de table de certains revendeurs dans la petite boutique du Sud, avec une photo envoyée par WhatsApp. Voilà ma commande. Au crayon à papier, une fois sur deux, tu as une erreur. Ça fait des retours, des pertes de temps, des discords. Ouais, tout ça, c'est terminé. Quentin, c'est passionnant. Pardon, vas-y. Non, mais on l'a connu. Pareil, on a des tonnes d'anecdotes là-dessus. J'adorerais continuer, mais on va atterrir en douceur. On va où? Vous, c'est affreux. Alors, qu'est-ce qu'on commande, nos petites dames? Pardon, excuse-moi. Où allez-vous? Ouais. Donc, notre vision et les prochaines étapes. Ouais. Alors, je l'ai dit en intro, donc en conclusion, je pense que c'est bien de le rappeler. Notre vision, qui est la même depuis le premier jour, c'est de devenir une love brand, une marque de référence internationale. Et c'est marrant parce qu'on a la même slide qu'on présente aux équipes depuis le premier jour, qui montre ça, qui montre que des produits iconiques, des marques iconiques. Et on se positionne au milieu. Ah oui, il faut que je me rapproche, pardon. Et on se positionne au milieu de tout ça. Notre objectif, c'est celui-là. Donc, c'est de déployer la stratégie que je t'ai mentionnée, c'est à savoir bien travailler le maillage Fox avec, en plus du retail et un e-commerce qui soit frictionless dans tous les pays du monde, à commencer par être très bon sur UE, US, avec une grosse énergie mise en ce moment sur les US. Mais arriver à le déployer aussi à travers nos distributeurs dans toutes les parties du monde. Voilà, l'idée étant de devenir une des plus belles marques de lunettes prêtes à porter worldwide. Excellent. Il y a des chiffres derrière? On fait entre 20 et 30% de croissance par an. Oui, mais vous allez où? On ne donne pas les chiffres, c'est effectivement une guideline entre nous, on les donnera peut-être un jour, mais je suis navré sur cette question, je ne peux pas y répondre. Je regardais l'horizon, disons, et je suis revenu sur la page Essilor Luxottica, alors qu'il y a beaucoup de marques, mais putain, c'est gros, 190 000 employés. Non, mais c'est énorme, net income 3 milliards, CA 25 milliards. Voilà. Ouais, bien sûr. Ok. Le mastodon. C'est le dieu dans notre univers. C'est le dieu dans votre univers. Quentin, c'était passionnant. Quentin, pardon, j'ai un doute. Couturier, hein? Ouais. Oui, c'est ça, Couturier. Couturier. Si vous voulez poursuivre la conversation avec Quentin sur LinkedIn. Avec plaisir. Allez évidemment faire un tour sur easypeasy.com, easypeasy.com. Et merci infiniment pour ton temps et ta générosité. C'était très cool. Avec plaisir. Merci à toi pour ton accueil et toute cette curiosité. Ça permet aussi de se remémorer plein de bonnes choses. Merci à vous toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.